Toujours sur la Web TV du Africa CEO Forum. Vous avez raison de commenter, de liker, de partager en utilisant ce hashtag ACF 2020. On poursuit des rencontres importantes et des rencontres de fond aussi. C'est ce que nous allons vous proposer maintenant dans The Big Debate. Et celui qui va se prêter à cet exercice-là, c'est Julien Clémenceau, Deputy Chief Éditeur chez Jeune Afrique. Comment ça se passe? Comment se passent les rencontres que tu as pu faire jusqu'à présent? Écoute, c'est tout à fait impressionnant. On l'a déjà dit, c'est un forum de taille continentale avec des anglophones, des francophones. Qui bat tous les records là. Qui bat tous les records. 1800 participants, 700 CEO et 5 chefs d'État. Donc c'est juste incroyable et on est très très content d'y participer. Et là, tu vas nous faire vivre un échange très particulier, très attendu avec un invité que je vais te laisser présenter. Oui, The Big Debate va être avec Mactar Diop, le directeur général de l'IFC ou de la SFI dans les pays francophones. Mactar Diop qui dirige l'IFC depuis mars 2021. Merci beaucoup Mactar Diop d'être avec nous. Merci beaucoup de m'inviter sur le plateau. Donc cette édition, je l'ai dit, elle est absolument magnifique. Si au début de l'année, il était prévu que l'Africa CEO Forum soit le premier grand événement à penser l'après-Covid, il a été rattrapé par l'actualité, par la crise en Ukraine, et le continent fait face à de nouveaux challenges, la hausse du prix des céréales, la hausse du cours des hydrocarbures, l'inflation, et tout cela va peser très très lourd sur les économies africaines et sur les entreprises présentes dans le continent. Sur le continent, ce secteur privé, vous y prêtez particulièrement attention, c'est tout l'objet de la SFI. Avant de débuter notre conversation, je vais dire quelques mots sur votre parcours. Mactar, vous êtes fils d'avocat, vous avez, après votre bac que vous avez eu très jeune, parti étudier en France, à Paris, puis en Angleterre. Vous êtes diplômé des universités de Warwick et de Nottingham. À la fin de votre cursus, vous commencez dans le secteur bancaire et puis vous avez une première expérience gouvernementale. Alors, vous arrivez au moment des plans d'ajustement structurel. C'est difficile, vous êtes conseiller ministériel. Derrière, vous partez au FMI. Et puis, quelques années plus tard, vous avez une expérience de ministre, un an ministre de l'économie et des finances. Qu'est-ce que vous avez retenu de cette expérience? C'est une expérience d'abord qui était extrêmement intéressante parce qu'à plusieurs égards. D'abord, c'était la première fois qu'il y avait vraiment un gouvernement de l'alternance, comme on disait. C'était le gouvernement du Parti socialiste avait été aux affaires depuis l'indépendance et c'était la première fois qu'il y avait un parti d'opposition qui était élu. C'était aussi un gouvernement qui était un gouvernement de coalition. Il y avait un certain nombre de partis qui étaient représentés. En fait, les chefs de parti qui avaient appuyé le président Wade étaient tous représentés dans le gouvernement. Et également, c'était une expérience, un moment où il y avait un regain en Afrique, une vision que l'Afrique peut croître et peut être un élément essentiel de la croissance mondiale. Donc cela était une expérience qui était très intéressante parce que l'expérience que j'avais eue, c'était de préparer des notes, c'est d'avoir une approche très technique, très technocrate, dire ce qu'il fallait, comme on disait en anglais, des first best. Et quand on est technicien, c'est ce qu'on fait. Mais maintenant, quand on doit prendre les décisions, on doit prendre en compte un certain nombre de contraintes. Je vous donne un exemple. Lorsque j'ai été nommé ministre des Finances, mes collègues du Fonds monétaire m'ont dit « Ah, maintenant, c'est très simple, toutes les réformes, tu comprends comment ça se passe. » Et je leur ai dit « Écoutez, je ne peux pas prendre la première mesure en tant que ministre des Finances, ça ne va pas aboutir à l'augmentation des prix des denrées de première nécessité. On est obligé de prendre un second best. » Et ça, c'était le genre de décision qu'on doit prendre, de mettre en place une politique macroéconomique. Il y a eu une forme de frustration, l'exercice Non, pas du tout. pouvoir, Alors, c'était pas du tout une frustration, mais c'est simplement de pouvoir prendre en compte des contraintes qu'on n'a pas, qu'on a une approche uniquement technique des choses qu'un conseiller fait. Mais également, ça m'a permis de voir qu'il est possible de changer les choses très vite. Je vous donne un exemple. Nous avons fait une réforme du secteur des douanes qui était une réforme en profondeur. On est passé au paperless, on a pu réduire les tarifs extérieurs communs tout en augmentant les revenus qui venaient du secteur douanier. Et ce, en ayant une réforme qui a été mise en place, il fallait amener les acteurs économiques à épouser un certain nombre de changements qui ont été faits. Donc tout cela, ce sont des expériences qui après sont extrêmement enrichissantes. Et au cours de ma carrière après,
au niveau de la Banque mondiale, quand j'ai travaillé sur le Brésil, quand j'ai travaillé sur le Kenya, cette expérience a été très utile parce qu'elle m'a permis de mieux comprendre les défis auxquels avaient fait face les décideurs dans les pays et proposer des solutions qui soient adaptées à leur réalité. Donc vous l'avez dit, votre carrière, vous l'avez poursuivie à la Banque mondiale et vous avez été notamment vice-président de la banque pour la région Afrique, c'était une première pour un francophone. Et derrière cela, vice-président de la banque pour les infrastructures. Ouais. Étudiant, j'ai lu que vous étiez plutôt ancré à gauche. On vous définit comme un libéral modéré. Vous dites l'économie, c'est pas tout. Quelle est votre approche? Je pense que tout le monde pense maintenant, réalise que les principes fondamentaux de l'économie, bien sûr, doivent être mis en place, mais il faut tenir compte aussi d'un certain nombre de réalités auxquelles on fait face. Je vous donne un exemple. Lorsque nous avons fait les réformes dans le secteur de l'éducation, l'objectif c'était de permettre aux gens d'accélérer l'accès à l'enseignement primaire. Mais des fois, ça s'est fait au défaut de la qualité. Parce qu'on disait, bon, écoutez, toutes les revendications des syndicats d'enseignants étaient juste peut-être parce qu'ils ne voulaient pas que ces réformes soient mises en œuvre. Ces réformes étaient bonnes, elles étaient importantes, mais il y avait quelque chose de vrai dans ce qu'ils disaient, c'est qu'il faut qu'on maintienne la qualité si on veut que l'enseignement produise les effets escomptés. Quand on prend d'autres réformes sur la question des privatisations, il était important de privatiser les entreprises à l'époque parce que c'était nécessaire, mais il fallait le faire en ayant aussi des obligations de résultats demandées au secteur privé qui soient un peu plus précis et qui soient un peu plus équilibrés. Et tout ça, on apprend au fur et à mesure qu'on le fait et c'est ce que les institutions comme la Banque mondiale ont appris au cours des décennies. C'est pourquoi on est passé des conditionnalités à des approches où on était beaucoup plus en discussion avec les pays et on prenait en compte les contraintes spécifiques des pays dans l'élaboration de leur politique. Mactar Diop avec nous jusqu'à 16h30 sur la Web TV de l'ACF dans The Big Debate. Après la guerre en Ukraine, les sanctions contre la Russie et la hausse du coût de l'énergie ont entraîné une hausse du prix des engrais. En Afrique, la difficulté des paysans à se procurer ces intrants est réelle. Est-ce que les famines sont inéluctables? Elles ne sont pas inéluctables. Je pense qu'avec une bonne réforme dans le secteur agricole, il est possible d'avoir une production agricole qui soit boostée en Afrique, qui soit accrue. Quelles sont ces conditions? C'est d'abord régler la question de l'accès à la terre, s'assurer avoir... On va y revenir, mais pour l'année prochaine, la prochaine campagne, c'est ça qui inquiète. Les réformes structurelles, bien sûr, elles on a des objectifs à court terme et les pays réagissent. Si vous voyez les dépenses budgétaires qui ont été effectuées par la plupart des gouvernements au cours de cette année passée et au cours de cette année, elles sont liées justement à s'assurer que la flambée des prix dans les matières de première nécessité ne soit pas une flambée des prix, mais soit une augmentation qui soit supportable par les ménages. Donc il y a eu beaucoup de ressources budgétaires qui ont été mises pour réduire l'impact de l'augmentation de ces prix. Mais aussi, il y a eu une réalisation qu'il faut trouver d'autres sources d'approvisionnement et d'autres sources d'aliments pour les populations. Vous parlez peut-être des céréales plus traditionnelles? Absolument. Je pense que c'est une occasion rêvée aujourd'hui de pouvoir booster la production du sorgho, la production du mil, la production du fonio, la production locale de riz, qui aujourd'hui, avec le soutien nécessaire, avec une participation accrue du secteur privé, pourrait en grande partie se substituer aux céréales importées. Il faut largement booster la productivité à l'hectare pour qu'il y ait des industries derrière qui se mettent en place. Mais absolument, et pour ce faire, il y a un certain nombre de programmes qui sont liés à l'accès aux engrais, à l'encadrement des paysans, à l'ouverture de certains marchés, à la logistique. Tous ces éléments rentrent en compte pour rendre ces filières beaucoup plus soutenables et viables. Et on commence à voir, si vous allez dans les supermarchés africains, vous voyez de plus en plus de produits qui sont mis africains, qui sont au niveau des céréales, qui sont produits. Et on voit des start-up qui commencent à entrer sur ce marché. Vous dites que l'Afrique doit moins dépendre du reste du monde. Je pense que l'Afrique doit développer ses capacités. Je ne suis pas pour une autarcie, je ne pense pas que
aucune partie du monde peut se développer simplement en utilisant ce qu'elle a et pour soi. Je crois qu'il faut continuer à échanger et avoir un commerce viable, mais le potentiel africain est loin d'être utilisé et il doit être utilisé beaucoup plus et augmenter la production et surtout le faire de manière à ce que les coûts de reproduction de la force de travail, comme diraient certains, soit beaucoup plus réduit. Mais quand on utilise le terme, le vocable de souveraineté alimentaire, vous ne partagez pas tout à fait cette position? Je ne suis pas tout à fait je pense qu'il faudrait, je parlerai plus de compétitivité de nos économies, je penserai de transformation structurelle des économies africaines, je parlerai de réduire les coûts de production des produits dans les pays africains et de permettre aux Africains d'avoir une valeur ajoutée beaucoup plus importante sur leur continent au lieu d'exporter simplement des matières premières. Comment la SFI s'inscrit dans ce mouvement pour aider le secteur privé à gagner en compétitivité, notamment dans le secteur de l'agro-industrie? Ici en Côte d'Ivoire, nous supportons l'anacarde. Avant, l'anacarde était récoltée, envoyée en Inde pour être avec un processus qui n'était pas très compliqué, grillé, mis en paquet et réexporté en Côte d'Ivoire. Donc nous avons travaillé avec les Ivoiriens et aujourd'hui on a un gros programme qui vise à faire une transformation de l'anacarde au plan local. On fait la même chose aussi avec le cacao et on multiplie cette approche dans un certain nombre de secteurs et on va continuer à accélérer, que ce soit dans le domaine du riz, de riz paddy ou d'autres types de production agricole, parce que nous pensons que c'est comme ça que l'Afrique pourra se nourrir. Pour se transformer, les économies africaines, elles ont besoin d'énergie. Il se trouve qu'il y a des ressources dans le sous-sol, il y a notamment du gaz. Ces derniers mois, dernières années, il était peut-être plus difficile de financer des projets avec des énergies fossiles. Est-ce que les choses changent? Le discours des dirigeants africains, c'est de dire nous sommes des petits émetteurs de gaz à effet de serre, laissez-nous faire notre rattrapage économique, laissez-nous utiliser nos ressources et financer nos projets. Comment vous vous positionnez par rapport à ça? Est-ce que vous soutenez ces projets-là? Par exemple, le Sénégal va exploiter son gaz pour faire fonctionner ses centrales, peut-être faire fonctionner des usines qui pourront transformer du fer, du phosphate. C'est très important, ça paraît essentiel pour les économies. Absolument. Ce que nous faisons, c'est que nous avons un projet de gas to power au Sénégal. Nous avons des projets de gas to power dans d'autres parties d'Afrique. Le débat se pose de la manière suivante. On ne peut pas avoir un système énergétique qui fonctionne simplement avec de l'énergie renouvelable intermittente. Ce n'est pas possible. Il faut avoir ce qu'on appelle le base load. Donc le base load, c'est soit... Donc condamner les énergies fossiles, c'est une idiotie. Non, j'arrive. Donc on a soit le nucléaire, soit de l'énergie à base fossile, soit de l'hydro. Donc les pays africains n'ont pas accès au nucléaire. Donc pour avoir ce base load qui permet au système de fonctionner, on est obligé de s'appuyer sur du fossile. Mais le fossile, pour moi, ça ne veut rien dire. Parce que le charbon n'a rien à voir avec le gaz. Le gaz n'a rien à voir avec le pétrole. Donc nous aidons les pays à utiliser la source d'énergie fossile la moins polluante. Et aujourd'hui, c'est le gaz pour un certain nombre de pays. Donc quand le pays a une stratégie claire d'augmenter la production d'énergie renouvelable, mais a besoin, pour pouvoir faire le base load, d'avoir du gas to power, nous accompagnons les pays et nous le faisons. Également, nous faisons quelque chose qui est important dans ce domaine, dans la lutte contre le changement climatique, c'est le gas flaring. Il y a encore beaucoup de pays qui brûlent le gaz et qui polluent l'atmosphère. Donc là, il s'agit de le récupérer pour limiter la pollution et en faire une énergie à utiliser. Un projet dont vous êtes le fervent supporter, vous en avez parlé ce matin durant le panel d'ouverture, c'est la ZLECAf, la zone de libre-échange économique africaine. On a l'impression là qu'avec les 2 années de pandémie, le projet a mis un petit peu de côté, que les gouvernements se tournent plus vers les institutions régionales. Comment vous voyez les choses? Est-ce que vous pensez que ce projet va voir le jour ou il va falloir attendre de nombreuses années? Je pense que la volonté politique et ce que les chefs d'État ont fait en Afrique pour arriver à ZLECAf est impressionnant. Ça a été pratiquement ratifié par tout le monde. Ce n'était pas une mince affaire. Maintenant, ce que je veux dire est très clairement, sans le secteur privé, le ZLECAf n'a pas de sens. C'est le secteur privé... Vous voulez dire que le secteur privé n'a pas été suffisamment impliqué pour le moment? Ce que je dis, c'est que le ZLECAf, c'est pour le secteur privé. C'est pour créer les chaînes de valeur. C'est pour pouvoir s'assurer
qu'un importateur, un producteur au Nigeria peut être sûr qu'il peut importer quelque chose du Kenya et le recevoir à temps, qu'il n'y ait pas de barrière tarifaire, qu'il n'y ait pas de barrière non tarifaire qui Mais s'oppose. concrètement, quand aujourd'hui vous en parlez avec des chefs d'État, est-ce qu'ils vous disent c'est pas le moment, il y a eu le Covid, il y a eu l'Ukraine? Non, tous les chefs d'État à qui j'ai parlé sont très clairs. Ils veulent que le déclaration soit un succès. Et ce que je voudrais, c'est que pour qu'on puisse mesurer ce succès, c'est qu'on prenne des objectifs très précis. L'agro, qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui si on fait une chaîne de valeur sur l'anacarde? Si quelqu'un produit de l'anacarde en Côte d'Ivoire, quels sont les obstacles pour qu'il puisse l'exporter dans un autre pays? Et qu'on identifie de manière spécifique ces obstacles et qu'ensemble on travaille à les enlever afin qu'on puisse vraiment avoir le commerce africain. L'idée, c'est d'accroître le niveau du commerce interafricain. L'idée, c'est d'augmenter la valeur ajoutée en Afrique. L'idée, c'est d'avoir des produits qui sont beaucoup moins chers parce qu'ils seront produits par des entreprises locales qui auront des coûts beaucoup moins élevés. Un secteur qui marche très fort, c'est aussi le secteur du numérique. Et là aussi, vous êtes un fervent supporter. Ouais. Vous allez partir à Paris pour une conférence liée au numérique juste après le forum. Les fintech, vous y croyez? Qu'est-ce qu'elles apportent en termes d'inclusion? Elles apportent tout. Aujourd'hui, on a pu voir que si ce n'était pas... il y a 15 ans, quand j'étais en tant que comme on dit chez nous, d'émigré, si je voulais envoyer de l'argent au Sénégal, ça me coûtait... les frais étaient énormes, c'était très difficile de le faire, ça prenait du temps. Aujourd'hui, je peux envoyer de l'argent à Dakar en 2 secondes. Et je peux le faire à un coût beaucoup important. Donc les transferts ont été facilités. Et non seulement, quand j'allais à Dakar et que je voulais manger à la maison et que je n'avais pas envie de sortir de chez moi, je n'avais pas tellement le choix si c'était d'envoyer quelqu'un pour aller chercher à manger. Aujourd'hui, je prends mon téléphone, j'appelle une boutique à Dakar, je paye par mobile et ça m'est livré à la maison et pour un nombre de services de cette manière. Donc aujourd'hui, on voit de plus en plus des gens du secteur informel qui sont intégrés dans des activités auxquelles ils ne pouvaient pas participer. Et quels sont les grands obstacles aujourd'hui à surmonter pour que ces fintech, mais plus généralement le secteur du numérique, soit encore plus performant et plus important en Afrique? Le coût de la donnée, data, c'est encore beaucoup. Donc des infrastructures, de meilleures infrastructures. Oui, ça veut plus de compétition et s'assurer que le coût de la donnée est beaucoup moins cher en Afrique. Donc les opérateurs font payer la donnée trop cher? Ils ont des coûts fixes importants aujourd'hui et ils doivent les refléter. Donc c'est une combinaison de compétition mais également d'accès à des infrastructures. Je suis très heureux de voir qu'il y a 2 câbles sous-marins qui vont être construits et qui vont multiplier par 20 la capacité disponible en Afrique. C'est le câble sous-marin de Google et le câble sous-marin de Facebook. Ça va être un game changer. Ça devrait permettre, si on crée la compétition pour l'accès à ces câbles sous-marins, de pouvoir réduire le coût de la donnée. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le jeune programmeur qui est à Abidjan pourra travailler en toute quiétude d'ici pour pouvoir avoir accès au marché français ou au marché de ces autres pays et pouvoir justement avoir... Ces startups, oui. Pour beaucoup d'entre elles, elles sont financées par des capitaux étrangers. Est-ce qu'il n'y a pas d'investisseurs africains pour s'intéresser à ce que font ces jeunes programmeurs? C'est exactement... si vous pouvez répéter ce message, c'est le message que je voudrais Et comment vous l'expliquez? Je pense que c'est une question de connaissance de ce secteur. Je pense que les investisseurs traditionnels africains ne connaissent pas assez ce secteur et je pense en quelque part ne mesurent pas tout à fait le risque et les opportunités. Mon grand message, c'est s'il vous plaît, investisseurs africains, croyez aux startups africaines, croyez aux jeunes techniciens africains. Je dois vous dire que je vais raconter une petite histoire. On ne va pas avoir le temps. Non, c'est important. Il y a l'année dernière, un jeune Nigérian qui a fait ses études au Nigeria, qui a monté sa start-up au Nigeria, a vu cette start-up acheter 200 millions de dollars par une entreprise à Silicon Valley. Investisseurs africains, c'est ça dont je parle. Il y a de l'argent à faire. Merci Mactar Diop d'avoir partagé avec nous ce moment. Il est maintenant l'heure de nous quitter. Merci à tous. Au revoir et portez-vous bien. Merci beaucoup.